Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Ils disent non à l'ingérence de la France et aux propos désobligeants de son président. Des centaines de jeunes manifestaient pacifiquement leur indignation ce lundi devant l'ambassade de France à Yaoundé. À suivre également les réactions de la classe politique. Ils ont dit 18 fois non depuis ce lundi matin, 18 rejets déjà prononcés par le Conseil constitutionnel. L'instance table sur le contentieux post-électoral des législatives. Nous faisons le point dans ce journal. On lui dit adieu. Hervé Bourges s'en est allé. Le père du journalisme africain, comme on l'appelait, est décédé hier dimanche à Paris. Évocation dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Nous ouvrons ce journal par cet important communiqué signé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République qui écrit « La présidence de la République du Cameroun exprime sa profonde préoccupation au sujet du contenu de l'échange abondamment relayé dans les réseaux sociaux entre le président de la République française et un activiste le 22 février 2020 à Paris. La présidence de la République du Cameroun rejette fermement tant les allégations mensongères du dit activiste que les propos surprenants du président de la République française. La présidence de la République du Cameroun tient à rappeler que, premier tiret, les Camerounais, dans leur immense majorité, ont, à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, renouvelé massivement leur confiance au président Paul Biya pour les guider dans la lutte pour la paix, la sécurité, le développement, la consolidation de l'état de droit, la démocratie et l'unité nationale. Le président de la République du Cameroun est comptable de son action devant le seul peuple camerounais souverain et non devant un dirigeant étranger, fût-ce d'un pays ami. Le président de la République est pleinement engagé dans l'accomplissement de la lourde et exaltante mission que Dieu Tout-Puissant et le peuple souverain lui ont confiée et n'a pas besoin pour ce faire de pression extérieure. Depuis la survenance de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il n'a ménagé aucun effort pour y trouver des solutions pacifiques. Ces efforts ont culminé avec la tenue du grand dialogue national dont les recommandations sont progressivement mises en œuvre. Le chef de l'État a donné des instructions claires et fermes pour que les forces de défense et de sécurité accomplissent toujours leur devoir avec professionnalisme et pour que les allégations relatives à d'éventuelles exactions fassent systématiquement l'objet d'enquêtes et, le cas échéant, de sanctions appropriées. La présidence de la République réitère l'appel lancé le 10 septembre 2019 par le chef de l'État au pays qui abrite les promoteurs de la haine et de la violence au Cameroun d'agir contre ces criminels et leur demande de se garder de se laisser instrumentaliser par leur propagande mensongère. La présidence de la République demande aux Camerounais de garder leur calme, de vaquer tranquillement à leurs occupations et de continuer, comme par le passé, à œuvrer au renforcement des liens d'amitié historiques qui existent entre le Cameroun et la France. Ce communiqué est signé ce 24 février 2020 par Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et le peuple camerounais entend demeurer maître de son destin. C'est là la réaction du gouvernement à ces propos du président français Emmanuel Macron dans une vidéo qui fait grand bruit depuis ce dernier week-end dans les réseaux sociaux. Pour faire chorus à ce communiqué du ministre de la Communication signé hier dimanche, une centaine de jeunes Camerounais manifestaient pacifiquement ce lundi devant l'ambassade de France. L'expression de leur indignation et de leur attachement au chef de l'État, c'est dans ce reportage de Serge Atangana-Bissot. On a sorti les enfants. Aux Zambienais patriotes, l'indignation n'attend point le nombre des années. Il a manqué du respect à notre patriarche, notre champion, notre père. Il fallait être matinal pour précéder ces révoltés. Hommes, femmes, bambins ont sorti les pancartes et les drapeaux.
prévu le ravitaillement, sortis tambours et battants. Les textes sont fleuris. La communication unanime. Nous attendons les excuses du président français. Ah, si elles ne viennent pas, nous reviendrons. Moi, je dors là. Les gars, en antenne, vous vous êtes reposés, vous descendez, les autres montent. Tandis que les premiers, les plus nombreux, donnent de la voix, police et gendarmerie veillent au grain. Ils sont pacifiques, ceux qui manifestent, mais on ne sait jamais. Dans un coin, le fameux couloir boudoir de ceux qui attendent visa, une résignation se lit, entendue. Le service ne répond pas ce lundi matin. Je suis là pour un rendez-vous. À l'intérieur, ils nous demandent de patienter, donc on n'a pas le choix, on va attendre. Des hommes politiques ont flairé le bon coup. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que ces jeunes qui manifestent aujourd'hui ne mutent pas en anti-français. La télé et les journalistes, eux non plus, ne boudent pas cette scène. Pour ces autres qui s'apprêtent à camper, un somme, un pain, c'est humain. Avant la bagarre. 350 à 400 manifestants selon la police, un peu moins du double selon les chiffres des organisateurs. Ils sont étudiants, ils sont des brouillards qui sont venus dire non devant l'ambassade de France au Cameroun à ce que le président Macron a dit samedi à l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces propos n'ont pas fini de faire parler d'eux. Serge Atangana-Bissau, CRTV. Revenons à présent à l'esprit et à la lettre de cet important communiqué signé hier dimanche par René Emmanuel Sadi, le porte-parole du gouvernement. Il réaffirme qu'il n'y a aucun génocide au Cameroun. Il invite ses pays amis qui le souhaitent à aider le Cameroun à trouver plutôt des solutions pertinentes et définitives aux problèmes auxquels il est confronté. Joseph Clément Ongba. Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Prenant connaissance d'une vidéo mise en circulation sur les réseaux sociaux le 22 février 2020 et dans laquelle un activiste d'origine camerounaise interpelle bruyamment le président français lors de l'inauguration à Paris du Salon international de l'agriculture, le gouvernement camerounais réagit par le biais d'un communiqué signé du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Une réaction prompte dans laquelle le gouvernement condamne sans réserve ce acte. Mieux, il réfute catégoriquement les contre-vérités proférées par ce prétendu activiste. Et sur l'incident de Garbou, prétexte de cette sortie malencontreuse, le porte-parole du gouvernement le réaffirme sans embâche. Et je cite, « Le gouvernement rappelle encore qu'il n'y a pas eu 22 villageois tués par les forces de défense et de sécurité le 15 février 2020 en Garbou. » Fin de citation. Pour René Emmanuel Sadi, le président Paul Biya, dont l'humanisme et l'humanité sont connus de tous, n'a jamais ordonné à son armée le massacre de populations civiles. Bien au contraire, et toujours selon le communiqué du gouvernement, les nombreuses abominations ainsi que les horreurs insoutenables commises dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis le déclenchement de cette crise sont indiscutablement le fait de rebelles sécessionnistes sans foi ni loi et complètement déshumanisés. Dans ces deux régions, tout comme dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, le déploiement des forces de défense et de sécurité a pour finalité de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun, la paix, la sécurité des personnes et des biens, dans le strict respect des droits humains. Dans ce communiqué, le gouvernement en appelle au patriotisme, au civisme et au sens de responsabilité des Camerounais de l'intérieur et surtout de l'extérieur, afin qu'ils œuvrent autant que faire se peut à la sauvegarde des intérêts, de l'image et de l'honorabilité du Cameroun au lieu de le dénigrer. Au demeurant, le Cameroun attend des pays amis qu'ils partagent les principes qui fondent sa politique étrangère. Respect de la souveraineté nationale des États, non-ingérence et non-immixtion dans les affaires intérieures des États, attachement à la paix et à la coopération internationale, des principes sacro-saints, piliers d'une diplomatie que le président Paul Biya mène avec patience, modération et détermination.
La classe politique camerounaise, comme un seul homme, condamne les contre-vérités diffusées dans cette pseudo-interview visiblement orchestrée d'un activiste en mal de popularité. Notre reporter Eugène B a rencontré à Yaoundé ce lundi quelques leaders politiques. Voici dans son reportage les réactions croisées du RDPC, du FSNC et de l'UPC. Indignation, le mot revient comme un refrain dans les différentes chapelles politiques à l'évocation des propos du président français sur le Cameroun et son chef. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais exprime sa profonde indignation relativement aux propos auxquels vous venez de faire allusion. Le Cameroun est un État libre, indépendant, souverain et maître de son destin. Le seul maître du président de la République, c'est le peuple camerounais. Le ton paternaliste utilisé par Emmanuel Macron surprend à plus d'un titre. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais réitère ses sentiments d'amitié, une amitié fort ancienne, de fraternité et de coopération avec la France, qui est l'un de nos partenaires privilégiés sur tous les plans. Le Front pour le salut national du Cameroun se dit choqué par les propos du président français. J'ai été terriblement surpris que le président de la France parle du Cameroun en des termes aussi attentatoires à l'honneur et à la dignité de notre nation. Nous respectons la France, nous aimons la France. La France nous a toujours assistés, mais ça n'autorise pas qu'on infantilise le peuple camerounais et qu'on lui manque de respect. Une position que partage également l'UPC. La manière dont le président est sorti pousse à l'indignation parce que ça dilue la fonction présidentielle. Parce qu'il a été interpellé par un activiste. Il a fait croire à la communauté internationale qu'il y a bel et bien un génocide au Cameroun. Or, nous savons que pour qu'un président d'une puissance telle que la France puisse réagir sur un problème aussi délicat, il aurait fallu que cela émane d'une enquête. La dignité d'un peuple est incessible. Accepter ce principe et le respecter relève simplement du bon sens. C'est également l'indignation à Douala. Les acteurs politiques et les membres de la société civile sont unanimes. Ni le Cameroun ni son illustre chef ne méritent pareille discourtoisie. À Douala, dans les rues, Olivier Kingemoli. D'accord pour les rapports de force qui ne se discutent peut-être pas entre la France et le Cameroun, indépendant, souverain, mais non justement pour l'atteinte à sa souveraineté et à celle de son chef, par la violation des codes et canons en usage généralement dans les relations diplomatiques. Le Cameroun n'a jamais mis à mal ses partenaires. Le Cameroun ne s'est jamais mixé dans les affaires intérieures de notre pays. Fut-il une puissance? Jamais. Mais c'est parce qu'on n'a pas dit. C'est une option diplomatique. Et elle est sage et intelligente. Cette poignée de jeunes, aperçus non loin du consulat de France à Douala ce lundi matin, porte la colère. La colère d'une ingérence malheureuse dans les affaires internes de la République. Ici, c'est le Cameroun. Le chef de l'État, il a été voté à 71%. Et tous les Camerounais sont derrière lui. Dans les milieux scientifiques à Douala, le code de cette apparente mise en scène du Salon de l'agriculture de Paris était bien huilé du côté de ses acteurs, l'activiste et son interlocuteur. Je condamne fermement cet acte d'Abdoulaye Thiam et je prie à ce qu'il redevienne camerounais. Toutefois, il faudra savoir raison garder, même si les Camerounais à majorité souhaitent être rétablis et respectés dans leur intégrité institutionnelle. Pour être tout à fait complet sur cette actualité, je vous signale ce communiqué du secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Queté. Il dénonce avec la dernière énergie les propos prononcés par un individu se réclamant
de la nationalité camerounaise face au président français Emmanuel Macron au sujet du Cameroun, Jean Kuete, qui appelle tous les militants et sympathisants du RDPC et tout le peuple camerounais dans son ensemble à rester vigilants, à ne pas céder aux sirènes de la déstabilisation et à rester surtout mobilisés pour le développement. Derrière le président de la République, son Excellence Paul Biya. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction pour faire le point du processus en cours pour les législatives du 9 février 2020. L'audience publique de règlement du contentieux post-électoral s'est ouverte ce lundi matin au Conseil constitutionnel. L'audience livre déjà les premiers verdicts. Les débats sont conduits par le président de la haute juridiction, Clément Atangana, sur un total de 35 recours. Thérèse Yolande-Dima. Les premières décisions de l'audience publique de règlement du contentieux post-électoral relatif au scrutin du 9 février 2020 sont de 3 ordres. L'irrecevabilité des recours pour forclusion, les rejets pour défaut de faits et moyens allégués et l'invalidation pour défaut de qualité. Le verdict de rejet pour dépôt de dossier hors délai est appliqué au recours du candidat Lucien Wantou Siantou du Rassemblement démocratique du peuple camerounais contre Elections Cameroun, le ministère de l'administration territoriale et l'Union des mouvements socialistes dans la circonscription électorale du Haut-Cam. Même sort pour la requête de Issyatou Zra de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès dans le Mayo-Tchanaga Sud, à Boura, et celle de Paul-Éric Kingé du mouvement pour un Cameroun nouveau en Banga et Bonalea dans le Mungo Sud. Écarté pour défaut de faits et moyens allégués, le recours du candidat du RDPC dans l'Union Ekele au profit du Parti pour la réconciliation nationale du Cameroun de Kabalibi. Il en sera de même pour le recours de Mokhtar Babada de l'UNDP dans le Mayo Bagno et de l'Off Orange dans le Kunki. Les recourants n'ont pas fourni de preuves pour soutenir les dénonciations de corruption et de fraude conformément aux dispositions légales prévues par le Code électoral en son article 133, alinéa 3. Autre type d'irrecevabilité, le défaut de qualité. C'est le verdict réservé par exemple à la requête de la candidate Amina Bello de United Democratic Party. L'affaire Nsouchian-Fid Mama du RDPC contre l'Union démocratique du Cameroun et les CAM et le MINA dans le Noun Centre portant sur des faits de violence avec meurtre est mise en délibéré vers 18h30 et la séance suspendue pour 1 heure. Alors nous entamions ce 20h30, 18 rejets avaient déjà été prononcés par le Conseil constitutionnel. Nous tentons à présent de joindre au siège du Conseil notre reporter qui fait le pied de grue là-bas. Bonsoir Séverin Alégambélé. Quels sont les derniers développements à présent? Oui. Effectivement, la dernière actualité dans la salle d'audience qui se tient derrière moi, audience de règlement du contentieux post-électoral, eh bien, c'est le verdict rendu sur les 3 dossiers qui étaient mis en délibéré tout au début de cette session. Les membres du Conseil constitutionnel ont pris une pause il y a quelques minutes et pendant ce temps, ils ont profité pour rendre donc le verdict. Et le premier verdict, c'est sur l'affaire Nsoukia du RDPC contre l'UDC et l'ECAM et le MINAT. C'était au sujet de l'annulation des élections législatives dans la circonscription électorale du Noun Centre. Il vous souvient que pendant les opérations électorales, il y a eu des actes de violence là-bas. On a enregistré 3 morts. Malheureusement, au terme de longues heures de débat, le Conseil constitutionnel a décidé de déclarer la requête recevable en la forme, mais non justifiée dans le fond. La deuxième affaire, c'était une jonction de 2 dossiers d'un militant du parti UDP, Mbang Sofa, qui accusait donc le SDF de n'avoir pas pu bien se comporter dans la région de l'extrême nord, dans la région du nord-ouest. Cette requête également n'a pas connu les faveurs du Conseil constitutionnel qui l'a déclarée irrecevable, tout comme celle de Mbola du SDF qui demandait l'annulation du scrutin dans la circonscription électorale de Boya rural. Malheureusement, une fois de plus, le Conseil constitutionnel a suivi le rapport du juge rapporteur. Il faut dire qu'en ce moment, l'audience a repris et c'est le président de l'univers, le parti
partis politiques Univers, le professeur Nkumbondo, qui est devant la barre pour pouvoir se défendre sur les accusations qui portent sur certains acteurs du processus électoral. Et dans cette salle que vous voyez au fond, vous avez à la fois les membres du Conseil constitutionnel, vous avez les conseils, vous avez l'assistance des gens qui sont venus voir. Il y a bien sûr les observateurs. C'est le cas de Adolphe Claude Mbala, qui est observateur, donc qui participe depuis le matin. Je vais d'ailleurs le retrouver. Monsieur Adolphe Claude Mbala, vous assistez à cette audience depuis le matin. Vous voyez les débats, vous assistez à ce qui est fait. On peut dire que ça reflète un peu ce que vous auriez observé pendant les opérations électorales. Oui, c'est des débats auxquels on est habitué à toutes les élections. C'est les mêmes problèmes qui reviennent, c'est les mêmes revendications. Et je crois que le mode de calcul des résultats, le problème du code électoral par rapport au quotient électoral est vraiment un problème qu'il faut voir. Parce que quand on a assisté au recensement général des votes, on sent que les partis qui sont très serrés là, avec des marges très faibles pour qu'un parti emporte tous les sièges d'une circonscription, alors qu'il ne dépasse pas l'autre de plus de 2000 voix, de 5000 voix, ça passe aux contestations. Visiblement, le Conseil constitutionnel est déterminé à vider ce contentieux. Vous le voyez dans la salle, ils continuent à travailler. Quand ils sont revenus de l'audience de la suspension technique, on a pensé qu'on allait simplement vider les affaires en délibéré. Malheureusement, l'audience a repris et c'est ce que nous vivons ici, au Palais des Congrès de Yaoundé. Merci infiniment Séverin Legambele. Il faut dire à votre suite que le Conseil constitutionnel est là dans son rôle d'arbitre quant à la régularité de ce processus pour l'élection des 180 députés de la toute prochaine législature au Cameroun. La haute juridiction poursuit donc encore l'examen des 35 recours déposés par les 13 partis politiques qui prenaient part à ce scrutin. Nous allons continuer de suivre naturellement ces débats pour vous et vous livrer les prochains verdicts. Sur le front des municipales à présent, demain mardi 25 février est jour d'élection pour la deuxième vague des communes, celles-là précisément qui ont proclamé les résultats après le 11 février. La grande enquête du soir dans le journal met en lumière les surprises enregistrées depuis le début de ces élections des exécutifs municipaux mardi dernier. Les conseils élus ne sont pas toujours ceux choisis par le parti, à croire que l'écart se creuse de plus en plus en cette saison entre la discipline du parti et le choix des élus eux-mêmes sur le terrain. C'est en tout cas ce que nous allons voir dans cette enquête de Oswald Modou. Jamais la discipline des partis politiques n'a autant été mise à rude épreuve que pour le double scrutin législatif et municipal du 9 février dernier. Après le débat primaire ou investiture d'avant-élection qui animait la vie de certains partis, les conseillers récemment élus semblent avoir pris à leur compte le choix de faire autrement. Les populations à la base qui, elles, ont jeté leur dévolu sur un candidat sont parfois frustrées de se retrouver avec quelqu'un qu'on leur a imposé depuis le haut. Le parti a la responsabilité d'investir les maires. Vous savez bien que quand ça ne va pas, c'est le parti qui répond. Certains choix des instances dirigeantes des partis ont aujourd'hui beaucoup de mal à passer. Les sessions de plein droit qui donnent prérogative aux conseillers municipaux en font déjà la démonstration. Ce qui tranche très souvent avec les directives des formations politiques. Les conseillers municipaux vont élire les maires conformément à des règles que le parti a bien établies. Elles reposent sur la résidence du maire, les incompatibilités que prévoit la loi sur la moralité. Le parti va plus loin parce qu'il demande même qu'on exclue tous ceux qui ont des procédures en cours. Difficile de trouver la démarcation entre une manifestation de la démocratie et l'indiscipline. Ça démontre à suffisance qu'il y a une vitalité politique et que la culture démocratique est en train de prendre corps à l'intérieur des partis. À partir du moment où ils ont participé à la définition des mécanismes de désignation, par la suite, se débiner de ce à quoi on a participé n'est donc plus considéré comme une sorte de revendication démocratique, mais une indiscipline, parce qu'il n'y a pas de structure d'organisation dans ce monde qui puisse fonctionner de façon anarchique. Le choix du parti dans la commune de Marois 1er en a fait les frais. Rattrapé par la volonté des électeurs,
dans une circonscription à coloration multiple. Aucun parti n'est à l'abri, du moins ceux qui ont opté pour les investitures municipales. Tout à fait autre chose à présent dans le journal. Je vous le disais en titre, Hervé Bourges n'est plus. L'homme de médias français, fondateur de l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, s'est éteint hier dimanche en France. Il était âgé de 86 ans. Évocation de celui que les Africains appelaient affectueusement le vieil éléphant avec Serge Atangana-Bisson. La dernière fois qu'il est passé, il nous avait dit ce sera probablement mon dernier voyage ici. Et il est même allé plus loin en prenant la métaphore de l'éléphant en disant que lorsque l'éléphant est vieux et qu'il sent la faim arriver, il s'éloigne du troupeau. C'est dans ces moments que de telles paroles valent leur pesant d'or, que leur poids réel comme testament se révèle. Ça n'a plus duré après ce passage à l'estique et l'éléphant, qui déjà était voûté, le poids de 86 ans, éloigné du troupeau de fête, perclus et malade, s'est couché. J'ai été envahi par une immense tristesse, une tristesse doublée d'une certaine nostalgie. À l'ESTIC, anciennement École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé, cette toile d'abord. Dans le hall central, l'amphi ensuite maintiennent la flamme du souvenir du tout premier directeur. Homme aux trois passions, avis des disciples. Il avait trois passions, la passion pour l'Afrique, la passion pour le journalisme et puis la passion pour le pouvoir. M. Bourges fut, au début des années 60, le conseiller spécial du président algérien Ben Bella. Hervé Bourges a créé l'École supérieure internationale de journalisme de Yaoundé. Pour lui, le journaliste devait être guidé par trois choses essentiellement, la curiosité, la recherche de l'information et puis le doute. Hervé Bourges était quelqu'un de profondément attaché au pouvoir. Hervé Bourges, quand il parlait du pouvoir, disait qu'il n'accepterait jamais d'être ni numéro 2, ni numéro 3, toujours numéro 1. Ces anciens étudiants sont des monstres sacrés d'ici. Jean-Claude Autou, Pierre-Célestin Dembiembe, Valentin Gandongo, Amadou Vamoulki. Il y a aussi RFI, TF1, France Télévisions, autant de pierres blanches sur le chemin de Bourges, figure tutélaire trépassée des médias dans la francophonie. L'ESTIC, là où ça a commencé en Afrique, fête 50 ans en 2020. On ne l'espérait pas partant pour la fête. Il l'avait déjà dit d'ailleurs qu'il ne pourrait pas. Lui Hervé, lui malade. Ciel, que ne nous l'as-tu pas laissé vivant encore, bien qu'au loin, le temps de ce cinquantenaire. Inoubliable en tout cas, M. Bourges. Ici à Yaoundé, les travaux des tronçons des voiries urbaines Essos Terminus Mimboman étaient évalués ce lundi par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Instruction de Célestine Ketcha-Courtes, mettre les bouchées doubles pour livrer le chantier dans les délais. Christelle Fouda. Le tronçon Mosquée Essos Terminus Mimboman, fonctionnel d'ici le 20 mars 2020. C'est la promesse faite aux populations par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Initié en octobre 2017 et redynamisé en 2019 à la faveur de l'entrée au gouvernement de Célestine Ketcha-Courtes, cette route à deux voies et d'une distance d'1,1 km permettra de désengorger la circulation avant les grands rendez-vous inscrits dans l'agenda national. Le CHAN démarre le 4 avril. Je vais demander au groupement d'entreprises en charge de cette voie stratégique d'accélérer le travail. Donc d'ici au 20 mars, que la voie soit circulable. La séance de travail avec les parties prenantes de ce projet structurant a mis à nu la nécessaire collaboration de tous. Je demanderai également aux populations d'être acteurs du changement que le président apporte dans leur vie en contribuant par la libération des emprises. On ne peut pas, à un mois de la livraison des voies, parler encore des problèmes d'emprise dans un chantier. Travailler jour et nuit, telle sera donc la mission du maître d'œuvre, désormais attendue au pied du mur par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain.
La Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale a conduit ses premières cotations vendredi. Franck Evina fait ici un focus sur les opportunités qu'offre cette place boursière unifiée pour la sous-région Afrique centrale. Avec elle, le Cameroun se positionne comme le hub financier de la sous-région. Née d'une fusion de places boursières, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale a ajouté à son capital initial celui de la Douala Stock Exchange, soit 4,178 milliards de francs CFA, avec 3 entreprises cotées. Au premier rang des opportunités de ce marché boursier unifié, l'accès à des financements plus importants. Normalement, le rôle central, c'est de permettre aux entreprises qui sont capables de satisfaire les conditions d'accès à la bourse, de lever des financements importants sous forme de fonds propres ou d'emprunts obligataires. De quoi encourager la création des entreprises et leur expansion. C'est des fonds qui sont très rares parce que ces financements destinés à l'investissement. Il va cependant falloir régler quelques préalables en termes de crédibilité et d'attractivité. Il faut faire en sorte que les comptes de l'entreprise soient fiables, qu'ils soient certifiés par des cabinets de réputation et que l'information qu'elle donne au public soit d'une qualité un peu irréprochable. Donc c'est cette exigence de transparence et de bonne gouvernance qui est souvent perçue comme une difficulté importante. Basée à Douala, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale est l'aboutissement de la volonté des dirigeants de la CEMAC qui ont placé la restructuration du marché financier au cœur de la dynamique économique sous-régionale. La dégradation des forêts du domaine rural sera la préoccupation centrale pour le projet Proféac, entendait promouvoir et formaliser l'exploitation artisanale du bois d'œuvre en Afrique centrale. Ce projet a été lancé ce lundi 24 février par le secrétaire général du ministère des Forêts et de la Faune. Il s'annonce comme celui qui va faire progresser la gouvernance forestière au Cameroun, ce projet-là. Un lundi noir à Douala, dans la capitale économique. D'abord, les 4 décès d'un chef de famille et de ses 3 enfants après le repas familial au quartier Mboko, à Douala 3e. Et puis à Douala 5e, quartier Bepanda, ce sont 2 jeunes corps sans vie qui étaient découverts tôt ce lundi matin dans une voiture abandonnée. Un jeune garçon de 6 ans et une fillette de 4 ans disparus, tous 2 depuis samedi dernier. Pour les mauvaises nouvelles, malheureusement, Aboubakar Abou est à Douala. C'est une fin qui coupe l'appétit. L'histoire d'une famille partie le ventre plein. La scène tragique se déroule au quartier Mboko, dans l'arrondissement de Douala 3e. Il est 20h ce dimanche. C'est l'heure du repas familial. Au menu d'une kontiap mais traditionnelle, ce sera malheureusement les dernières bouchées terrestres pour le père de 36 ans et ses 3 enfants, âgés respectivement de 8, 4 et 2 ans. La mère des enfants, elle, lutte encore pour sa vie sur le lit de l'hôpital. Autre scène macabre, Bepanda dans le 5e arrondissement. Ici, c'est Paris perdu et espoir éteint ce matin pour 2 familles après la découverte des dépouilles de 2 jeunes enfants dans une carcasse de véhicule au sein de l'hôpital Atia. Les enfants, il s'agit notamment de Bois et la main, qui arrive de 6 ans. Mandé Situi Victorine, âgée de 5 ans. Donc actuellement, l'enquête suit son cours. Pour les faits, les 2 gamins avaient échappé à la vigilance de leur grand-mère samedi. Les équipes de recherche avaient été constituées et des signalements effectués dans les commissariats et radios. Les familles affirment d'ailleurs que le lieu où les enfants ont été finalement découverts avait lui aussi été passé au crible, ce qui accentue le mystère de cette mort prématurée. Les 2 bras de l'enfant étaient posés, de la fille étaient posés sur son ventre. Les 2 bras de mon fils, un bras était là, l'autre bras était comme c'était là. Donc pour moi c'est quoi? C'est que ils sont sentis indisposés. Chacun a pris sa position pour mourir. Les urines des enfants sont encore frais. Leur corps chauffe encore. Donc ça veut dire que ça fait moins d'1 heure qu'on les a tués. Mon petit-fils, mon premier petit-fils de ma vie. Pas facile, pas facile. Ok, bon, on m'appelle, on s'est rendu sur le lieu. On ouvre la voiture, on voit les enfants qu'ils cherchaient, les voilà dans la voiture morts. Les enquêtes ouvertes vont faire la lumière sur ces affaires qui défraient la chronique dans la cité économique.
Dans ce même registre macabre et scabreux même, un gang de 13 malfrats présumés est désormais dans les filets de la gendarmerie nationale. Ils étaient spécialisés dans les braquages, agressions et autres assassinats, dont celui récemment d'un gendarme, c'était le mois dernier. Ce gang était présenté à la presse ce lundi à la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 1er devant notre reporter Pierre Evembe. C'est du lourd dans les filets de la gendarmerie nationale. 13 présumés malfrats qui sévissaient dans les principales métropoles du Cameroun avec au compteur des vols aggravés, braquages, agressions et des assassinats, dont celui d'un gendarme en mission à Yaoundé en janvier dernier et d'un individu dans une agence de paris sportif en baladeux. Que de cris et de traumatismes laissés derrière eux. La balle m'a pris, ça m'a percé. Je suis né, je suis orphelin de père, j'ai ma maman, j'ai des enfants, plus de 4 enfants. Et depuis 6 mois, je ne travaille pas, je suis à la maison. Même pour nourrir la famille, je ne m'en sors pas. Je suis comme ça. Donc je remercie vraiment mon pays. Je ne m'attendais pas un jour qu'on pouvait les arrêter. Des exactions de trop bien calées dans le collimateur des fins limiers de la gendarmerie. Nous sommes tombés sur le chef de gang. À partir de là, donc, nous avons retracé tout le fil du gang et nous avons pu interpeller 13 des membres du gang. Nous avons pu récupérer sur eux 9 armes. Un gang au profil a donné des sueurs froides. Sur les 13 interpellés, 12 sont des repris de justice. Ils ont été soit à la prison de New-Bella-Douala, soit à celle de Bamenda. Et des 12, nous avons 3 qui se sont évadés, donc ils n'ont pas achevé leur condamnation. Les présumés malfrats s'apprêtaient à aller faire une énième opération d'envergure au Gabon avec leur arsenal quand les Pandores ont sonné le glas de ces activités pernicieuses. Dans la suite du journal, ce communiqué du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, le CRACER, qui annonce la tenue depuis ce lundi des enseignements pour la délivrance du diplôme universitaire international de chirurgie endoscopique et en gynécologie. Les travaux ouverts au siège d'Ongousso concernent une quinzaine d'apprenants venus du monde entier et il s'agit là d'une grande première en Afrique. Vendredi, la direction des rédactions ici à la CRTV était en mode fête. Une célébration pour marquer une pause pour le compte de l'année 2019 achevée. Une soirée qui a réuni les journalistes et les technico-artistiques de la rédaction autour d'un repas. Et d'un verre, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, présent à cet événement, a dit sa satisfaction pour le travail accompli par la rédaction de la télévision en cette année qui s'est achevée. Il a également appelé à plus d'ardeur au travail pour cette année 2020 qui s'annonce avec ses grands rendez-vous tels que le championnat d'Afrique des Nations. Ce sera dès le 4 avril, un rappel. Les sons et les couleurs de cette belle fête avec Laurence Okalia. C'est au soir où les journalistes sentent l'information. La direction des rédactions TV de la CRTV a usé de son micro et de sa caméra pour s'amuser. Décompresser après une longue année de travail sans répit. L'année était elle-même riche en événements déjà. L'année 2019, le grand dialogue national, la situation toujours prégnante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la situation sécuritaire dans l'extrême nord. La CAN 2019, il était donc important pour nous et c'est d'ailleurs une tradition de nous arrêter un moment, de sortir des salles de rédaction et comme on dit, de nous donner le temps de souffler. S'amuser, c'était une injonction du directeur général. Et comme toujours, ses collaborateurs ont été au-delà de ses attentes. Si certains ont des talents de chanteurs, d'autres ont le rythme dans la peau, ou presque. Vaut mieux en rire, effectivement, ou simplement occuper le Shabbat jusqu'à l'arrivée de Douksaga dans la cité. C'est plus des coups de rein par-ci et par-là qui étaient perceptibles. Péter le champagne pour atteindre un autre niveau de production d'informations.
et rester parmi les meilleurs. Voilà le souhait pour cette année 2020 à la direction des rédactions TV. La fête pour célébrer les 45 bougies au service camerounais d'assainissement, le SECA, un anniversaire célébré à Douala. Les responsables de cette société récompensaient le dévouement du personnel à travers la remise des médailles d'honneur du travail, une cérémonie présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Rona. Retrouvons à Douala Chris Patricia Louloga. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Ils sont 30 personnels sur 200 de la SECA primés pour la qualité de leur abnégation au travail. Pour le plus ancien de la SECA, qui totalise 39 ans d'ancienneté, le secret est dans la rigueur et la persévérance au travail. Je suis tellement ému de mes années que j'ai passées dans l'enceinte de la société SECA. Je suis déjà à la 3e médaille. C'est le fruit de l'honnêteté envers mes chefs hiérarchiques. Cette cérémonie de remise de médailles d'honneur du travail, première du genre, organisée par la SECA, a également récompensé les personnels à la retraite. Je suis arrivée dans la maison quand j'avais à peine 26 ans. Je repars avec toutes mes médailles et ça fait presque un an que j'ai pris ma retraite. La mémoire des employés partis plus tôt a été honorée. Je suis très émue quand l'entreprise m'a appelé pour me dire que j'étais sollicitée pour recevoir la médaille d'or d'ailleurs de mon mari qui est décédé. J'étais très émue. Pour le directeur général de la SECA, cette cérémonie de remise de médailles, couplée au 45e anniversaire de l'entreprise, est un témoignage du statut de leader de l'entreprise et une manière de promouvoir l'émulation professionnelle. Ce n'est pas évident d'avoir tous les jours des gens qui font 10 ans de travail, 15 ans, 25 ans et même plus. Donc nous félicitons toutes ces personnes. Et c'est l'occasion aussi pour nous d'interpeller les autres employés qui viennent d'arriver. Créée en 1974, la SECA s'occupe de la collecte et du transport des déchets industriels dangereux et non. Elle offre aux entreprises et aux ménages la gestion des déchets industriels, la lutte antivectorielle, le nettoyage industriel et l'entretien des espaces verts. Avant la page des sports, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Kersti Kaljulaïd, la présidente de la République d'Estonie. C'est à l'occasion de la célébration ce 24 février de la fête nationale de ce pays ami. Il y avait match amical Cameroun-Rwanda à Yaoundé ce lundi pour la préparation du CHAN 2020. Les Lions A' enregistrent un autre résultat nul, 0 but partout. Voici quelques moments forts de la rencontre du stade Omnisport avec Évariste Yenga. La partie de chasse s'est achevée sans le moindre gibier pour les Lions A'. Les poulains de Yves Clément à Roga n'ont pas marqué de but. Pas même sur cette unique occasion nette en deuxième manche, lorsque Yves Kemenyi, le gardien du Rwanda, loin de sa cage, se fait piquer la balle par Alain Akono. Le Camerounais préfère un centre lobe. Ses destinataires Renendi et Samuel Len tombent et loupent l'occasion de scorer. L'équipe présente un meilleur visage en deuxième période à l'opposé de la première. La défense des Amavubi du Rwanda se referme sans céder à chacune des offensives. Si marquer le but n'est pas la priorité du sélectionneur pour l'instant, la cohésion et l'assurance tardent à montrer leur visage. Le technicien du banc de touche camerounais s'en défend. C'est un point sur lequel nous allons mettre plus d'attention, n'est-ce pas, à la recherche d'un tueur, c'est comme ça que je l'appelle. Il me faut un tueur dans cet espace. Et bref, les gars vont travailler. On aura un mois de préparation intensif, en stage bloqué. Après, n'est-ce pas, ce match, je vais laisser les garçons se reposer un peu parce qu'il y a trop de charges déjà. C'est le deuxième match nul d'affilée à l'international de cette phase préparatoire pour les Lions A', après celui face au Congo jeudi dernier à Brazzaville. Le public, lui, a hâte de voir une équipe qui marque à nouveau. Mais le 12e joueur va devoir attendre. La fin de ce 20h30, l'actualité marquée en ce lundi
essentiellement par les réactions à cette actualité. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a signé un important communiqué ce lundi où il est dit en quintessence que la présidence de la République du Cameroun exprime sa profonde préoccupation au sujet du contenu de l'échange abondamment relayé dans les réseaux sociaux entre le président de la République française et un activiste le 22 février 2020 à Paris. La présidence de la République du Cameroun qui rejette fermement tant les allégations mensongères du dit activiste que les propos surprenants du président de la République française. Le journal était préparé avec la collaboration de Marlise et Noambarga Oumou, Augustin Ngononga et Stéphane Zembomon. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez l'actualité présidentielle immédiatement après le journal. Yves, Marc Modjo et ses invités sont dans Présidence Actu. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30.